Le 20 septembre 2017 a eu lieu le premier Meetup Crypto Alsace dans les locaux d'Epitech Strasbourg. Le Factuoscope y était. Pendant cette soirée, le public a pu assister à une série de conférences sur le Bitcoin, les blockchains et quelques applications développées par des startups innovantes. On a d'abord eu le droit à une présentation du Bitcoin et du concept de blockchain. On a aussi eu le droit à des présentations de diverses applications de la blockchain, par exemple dans la distribution d'énergie avec Sunchain, dans la supply chain avec TransChain, ou encore dans le milieu du livre numérique avec Whisper. On a eu aussi des talks sur le chiffrement M2M, sur les levées de fonds sous forme d'ICO, et sur l'achat et le trading de crypto-monnaies. Bref, le public a pu avoir un large aperçu du potentiel de la blockchain et des crypto-monnaies. Où en est la France au niveau des blockchains et des crypto-monnaies? Pour le savoir, j'ai demandé l'avis de Jean-Luc Schmitt, fondateur de Bitcoin.fr. C'était quand votre premier contact avec le Bitcoin? Ça vous est venu comment l'idée de tester cette chose? Moi j'ai découvert ça sur un forum LinuxFR en 2010 et du coup ça m'a amusé, cette histoire de monnaie de pair à pair, et j'ai constaté qu'en France ça intéressait pas beaucoup de monde, et du coup voilà, j'ai simplement fait un blog, construit un blog autour de ce sujet. Et d'accord, et c'est devenu Bitcoin.fr au fur et à mesure, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Et donc comment ça a grossi avec la communauté Bitcoin? Clairement, au début c'était très calme, il y avait très peu d'événements en 2011-2012, et en 2013 il y a quand même eu des événements, il y a eu plusieurs bulles successives qui ont fait que ça a gagné en audience médiatique aussi, et là vraiment on a senti la différence à partir de 2013. Comment vous avez fait face aux informations négatives sur le Bitcoin, par exemple suite à l'affaire Mt. Gox? L'affaire Mt. Gox, ça a évidemment ponctuellement causé beaucoup de tort à Bitcoin, mais finalement, c'est jamais que la faillite d'un système centralisé. Donc voilà, c'est la preuve que un système centralisé est vulnérable, et la preuve que Bitcoin, étant décentralisé, justement, c'est pas une faille de Bitcoin, c'est une faille d'un système centralisé. Le Bitcoin a montré sa résilience à de nombreuses reprises, donc. Autre question. Au niveau du nombre de visiteurs mensuels, ça donne quoi sur Bitcoin.fr? Alors c'est difficile à dire parce qu'on met pas des trackers, les gens de la communauté Bitcoin n'aiment pas beaucoup ça, mais par contre on a des statistiques sur les pages vues, les pages vues, ce qui veut rien dire en nombre d'utilisateurs. On est autour de 20 000 par jour, donc c'est vrai qu'on a tendance, le nombre de visites suit le cours, c'est un peu ça. Quand il y a des grosses augmentations, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de gens qui cherchent des informations. Alors, on donne jamais d'informations, il faut investir ou pas, on n'en sait rien. Mais il y a des gens qui viennent chercher des nouvelles. Est-ce qu'ils doivent retirer leur Bitcoin? Est-ce que c'est facile d'expliquer le principe du Bitcoin et de la blockchain à des particuliers, notamment aux gens de plus de 45 ans? Non, c'est difficile parce que ça ressemble à rien de ce qui existait auparavant. Et du coup, les gens vont avoir tendance à se reporter sur ce qu'ils connaissent et à des modèles qui ne correspondent pas du tout. Et on s'aperçoit souvent, on donne une explication sur Bitcoin, et on s'aperçoit dans les questions que les gens n'y sont pas du tout. Ils sont complètement à côté, ils n'ont pas saisi des choses qui sont absolument essentielles. On peut faire une longue explication, et après on peut me dire, oui, mais si la société s'en va, alors on se rend compte que les gens pensent qu'il y a une société Bitcoin. Non, il n'y a pas de société Bitcoin. Donc vraiment les explications sont difficiles parce que ça ressemble à rien de ce qu'il y avait avant. Est-ce que les gens n'ont pas un peu de mal à faire confiance à une monnaie qui est en quelque sorte une monnaie privée et collaborative et pas une monnaie étatique et fiduciaire? Alors, mal à faire confiance, ils sont de plus en plus nombreux à les faire confiance, à tort ou à raison, j'en sais rien. Quand on connaît le fonctionnement de Bitcoin, quand on connaît ses algorithmes, sa transparence, la transparence du système, le fait que tout soit auditable, qu'on puisse tout lire, tout vérifier, c'est de là que vient la confiance. On a confiance dans le système parce qu'on peut tout voir, contrairement au système bancaire où on ne sait pas comment ça se passe. Donc, logiquement, les gens devraient avoir davantage confiance dans une monnaie comme le Bitcoin plutôt que dans le système bancaire classique, non? À condition qu'ils maîtrisent, avant d'investir, il faut déjà s'intéresser, essayer de comprendre comment ça fonctionne et passer suffisamment de temps à s'instruire là-dessus, à se documenter là-dessus pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Donc oui, à condition qu'ils passent par ce temps-là, oui, ils peuvent avoir confiance. Alors, dans la pérennité de Bitcoin, oui, dans la valeur du cours, alors là, du jour au lendemain, ça reste encore assez imprévisible et assez volatile. Est-ce que vous, personnellement, vous utilisez le Bitcoin régulièrement pour des achats? Non, je l'ai beaucoup utilisé du temps où
du temps où c'était encore assez anecdotique parce que c'était facile, clairement, Bitcoin est de moins en moins ça l'est encore actuellement, hein. On peut encore faire des paiements, des petits paiements en Bitcoin, mais on voit bien que ça ne peut pas le faire éternellement. Il y a un nombre limite de transactions et puis des frais qui augmentent. Ou des frais qui augmentent, et du coup Bitcoin va servir à autre chose. Est-ce que vous pensez que ça serait plutôt une monnaie de réserve, ou plutôt une crypto-monnaie de réserve, ou simplement une crypto-monnaie d'échange? Moi je pense qu'il y a des développements autour de Bitcoin, notamment le Lightning Network, qui vont permettre de nouveau peut-être de refaire du paiement, mais alors là cette fois-ci du paiement à grande échelle, avec des frais très, très, très faibles et surtout des micro-paiements. Et ça, ce sont des possibilités qui sont ouvertes récemment grâce aux dernières améliorations qu'il y a eu sur Bitcoin. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour ces expérimentations-là. Votre avis sur Segwit 2x? Alors Segwit 2x, ou globalement l'accord de New York, a eu au moins un mérite, c'est que ça a débloqué Segwit. Maintenant, beaucoup de gens se disent, voilà, pourquoi on va faire un hard fork alors que finalement on a débloqué une solution qui peut permettre des solutions de scalabilité. Moi je pense qu'il faudrait que les gens de Segwit 2x renoncent au moins le temps qu'on voit ce que ça va donner ces nouvelles améliorations qu'on a récemment implémentées. D'accord. Est-ce que pour vous le Bitcoin est une bonne valeur refuge par rapport aux monnaies étatiques? J'en sais rien, il y en a qui le croient, ouais. Il y a des gens, des Vénézuéliens qui en ont acheté il y a un an, ils ont raison. Maintenant, je ne sais pas si à long terme, je ne sais pas comment ça va se passer. Et globalement, je suis très très mauvais pour prévoir l'évolution du cours. Donc, quand on sait comment ça fonctionne, on peut se dire qu'effectivement, eh bien, le système est beaucoup plus clair que les systèmes, que l'émission, par exemple l'émission de l'euro, la manière dont c'est émis, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup moins transparent. Que finalement, en tout cas pour l'instant en monnaie de réserve ou en monnaie qui prend de la valeur, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnera éternellement? J'en sais strictement rien. En parlant de l'euro, il y a actuellement une mesure en discussion au niveau européen qui permettrait aux banques de faire des ponctions beaucoup plus facilement en cas de rumeur de faillite bancaire, ou encore de limiter ou bloquer les retraits aux guichets et aux distributeurs. Est-ce que vous pensez que détenir des bitcoins est une bonne solution pour se prémunir contre ce genre de mesures? C'est sûr que dans tous les pays où il y a un risque sur les banques, ou même un risque de saisie, ou quel qu'il soit, ou même des risques, ou dans des dictatures, quelles qu'elles soient, les bitcoins, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais vous saisir, parce que vous pouvez les posséder sans avoir aucun support physique, simplement par une phrase que vous avez dans votre tête. Donc effectivement, c'est une protection ultime contre la tyrannie, par exemple. Et peut-être aussi, effectivement, dans les pays là où le système bancaire est vacillant, c'est effectivement une bonne garantie. L'Estonie envisage de créer sa propre crypto-monnaie nationale. Est-ce que vous pensez qu'une initiative similaire est possible en France, par exemple? J'ai des doutes. Les développements, alors, toutes les initiatives par des organismes ou des institutions publiques qui utilisent la blockchain, on va dire, pas le Bitcoin, sont plutôt, c'est rarement des applications monétaires. Donc j'ai des forts doutes sur ce genre d'utilisation en France. Maintenant, est-ce qu'un jour on aura un système, un euro qui soit numérique et décentralisé? Je ne sais pas, j'en sais rien. On peut toujours imaginer plein de choses, mais pour l'instant ça ne prend pas le chemin. Est-ce que le public français n'est pas un peu frileux vis-à-vis du Bitcoin et des crypto-monnaies selon vous? Alors ouais, en France, on n'a pas énormément de commerce qui accepte Bitcoin. Il y en a environ 200, un peu plus, quand même 200. Dans d'autres pays, il y en a parfois beaucoup plus. En revanche, il y a des communautés quand même en France qui sont bien formées. Et puis, il y a une excellence, notamment, par exemple, Ledger, qui vraiment, c'est des gens qui viennent à l'origine de la carte à puce et qui vraiment ont atteint vraiment le haut niveau dans la sécurisation des crypto-monnaies, particulièrement du Bitcoin aussi. Et donc on a un savoir-faire vraiment en France qui est original, qui est particulier. Récemment, il y avait Autodisciple qui avait fait l'expérience de vivre un mois uniquement avec des bitcoins. Est-ce que vous pensez que d'ici 2 ou 3 ans, ce genre d'expérience sera plus facile à faire et plus facile à vivre, y compris en province? Alors, clairement, comme j'ai dit avant, le réseau Bitcoin n'est pour l'instant pas fait pour faire de nombreuses microtransactions, ça ne marche pas, mais on verra ce que va donner le Lightning Network. Si vraiment ça tient ses promesses, si on parvient
à faire de manière massive des microtransactions, eh bien, on peut envisager que d'autres commerces acceptent Bitcoin, parce que pour un commerce, ça coûte rien d'accepter Bitcoin. Il suffit de le dire sur le site, de mettre une application, quoi que ce soit, d'avoir un wallet, et puis il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais particuliers. Donc peut-être que ça va permettre ce genre de développement, justement. Comment est-ce que vous percevez l'émergence et la montée de crypto-monnaies alternatives, que ce soit l'Ether, le Litecoin ou le Dash, par exemple, pour les micro-paiements ? Alors clairement, toutes les crypto-monnaies qui font leur business sur l'anonymat et sur le dark market, si ça peut libérer le Bitcoin de cette image-là et qu'ils prennent ça, finalement pour la communauté Bitcoin, c'est pas plus mal. Et pour Ethereum, là c'est quand même autre chose. Ethereum, c'est une vraie... On va parler d'expérience parce que Bitcoin c'est une expérience pour l'instant. C'est une vraie plateforme. Et Ethereum c'est aussi une expérience très intéressante. C'est pas du tout sur le même principe. Justement, Ethereum fonctionne parce que ça fonctionne sur des principes différents de gouvernance, etc. Et les développements sur Ethereum sont vraiment intéressants, sont vraiment très intéressants. Et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et je pense qu'il ne faut pas les opposer. C'est des manières de voir les choses. Avec Metropolis notamment. Avec Metropolis, plus tard avec Serenity. Donc il y a des choses qui sont envisagées sur Ethereum qui sont vraiment passionnantes, je trouve. Après, je sais pas je ne me prononce pas sur la valeur de ces monnaies, mais en tout cas, Ethereum, c'est vraiment un projet particulièrement intéressant. Quelle influence sur le Bitcoin vous pensez avoir en France via bitcoin.fr ? Alors, je ne sais pas, quelle influence, je ne pense pas que j'aurai une grande influence. Les gens, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des gens souvent assez vindicatifs parfois, les visiteurs, parfois il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de certitudes. Alors l'influence, il y a des gens qui viennent chercher des informations sur le cours, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Je ne pense pas qu'on leur donne une information très précise. Nous, ce qu'on essaye plutôt, c'est de mettre en valeur justement les initiatives, comme les petits commerces, les commerces qui acceptent Bitcoin, tous les meet-ups qui se passent en France, tous les développements qui se font sur la blockchain Bitcoin. Voilà, je ne me fais pas d'illusions quant à notre influence sur l'écosystème. Quand on parle du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies à des novices, on a souvent le droit à des réponses un peu étonnées du genre « c'est quoi ça le Bitcoin ?» ou « c'est la crypto-monnaie des drogues », etc. Bref, souvent des réactions négatives. Est-ce que vous pensez que ces préjugés vont disparaître au fur et à mesure, par exemple quand on voit que certaines grandes banques investissent dans la blockchain ou que de plus en plus de commerces acceptent le Bitcoin ? Le discours a déjà un petit peu changé. Ce discours, on l'avait encore beaucoup il y a 2 ans. Maintenant, le côté dark market, c'est de moins en moins mis en avant. Parce que, bon, le Monero, voilà, alors, oui, par exemple aussi, oui. Et finalement, c'est moins ça qui est mis en avant. Donc, de ce côté-là, oui, on a plutôt une amélioration de l'image d'une certaine manière. Après, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, mais de ce côté-là, en tout cas, on sait que voilà, les transactions illégales en Bitcoin, d'après ce qu'on a pu, il y a des sites des plateformes spécialisées là-dedans qui traquent les adresses. Ça représente 6%, ça représenterait 6% des transactions. Sur l'euro, l'économie, on va dire... oui, les billets de 500... voilà. L'économie noire alternative, c'est peut-être plus de 10%. Voilà, donc, oui. Il me semble que même la Commission européenne a admis que les crypto-monnaies étaient très peu utilisées par les milieux criminels. Tout à fait, d'autant plus que quand elles sont utilisées, on a moins de traces quelque part. Alors, parfois, évidemment, on va brouiller les choses, mais on aura quand même une transaction qui sera quelque part. Voilà. Quel avenir pour les crypto-monnaies en France et en Europe dans les prochaines années ? Un petit pronostic ? Clairement, ce qui a été inventé avec Bitcoin, c'est les monnaies numériques de pair à pair. Je pense que c'est quelque chose de totalement irréversible. Je ne sais pas si c'est Bitcoin ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette invention, c'est une invention radicale qui ressemble à rien de ce qu'il y avait avant, et on ne reviendra pas en arrière. C'est inventé et ça va continuer à se développer. Alors, sous quelle forme, sous quelle manière, je ne sais pas, mais ce n'est pas simplement en France ou en Europe, je pense que dans le monde, c'est quelque chose qui est effectivement amené à se développer. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai pu aussi interviewer Alexandre Rouxel et Olivier Sarroui, fondateurs de Whisper, une plateforme d'édition, de publication et de vente de livres numériques. Whisper entend bien faciliter la vie des auteurs et des petites maisons d'édition. Est-ce que tu peux nous présenter le concept que vous avez fait basé sur la blockchain ? Oui, alors l'idée c'est de développer une plateforme qui est organisée autour d'œuvres, de livres,
qui va réarticuler donc un peu l'économie des interactions entre les différents acteurs qui évoluent autour de la chaîne du livre. Et l'idée de base, pour l'expliquer concrètement, c'est qu'un auteur arrive, dépose son livre sur la plateforme, et puis il va trouver des gens qui vont proposer des corrections dans son livre, il va trouver peut-être un maquettiste qui va lui proposer une mise en page, un graphiste qui va lui proposer d'intégrer des illustrations, et puis petit à petit, du coup, l'autorialité, le droit d'auteur sur ce livre va se redistribuer entre les différentes parties prenantes, et du coup, les décisions devront être prises collectivement avec une série de smart contracts qui distribueront les voix des uns et des autres sur les votes pour les autres décisions, avec l'idée que les autres lecteurs peuvent investir dans le livre pour faire un petit portefeuille d'édition qui aideront ce livre à rentrer après dans des circuits d'édition plus classiques. Oui, donc l'œuvre devient collaborative en gros. Ouais, et collectif, quoi. Oui. Les lecteurs peuvent donc devenir acteurs du développement du livre en quelque sorte. Ouais, bah, c'est complètement l'idée, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut comparer ça à du crowdfunding mais en plus évolué? Alors ça rejoint l'idée du crowdfunding parce que dans le projet, il y a l'idée justement de permettre aux lecteurs d'investir dans le livre tout simplement sans forcément contribuer à l'écrire ou à le maqueter, etc. Ils peuvent simplement investir dans le livre pour que justement après si une maison d'édition est intéressée, elle puisse déjà avoir un peu d'argent qui va accompagner les travaux d'édition sur ce livre. Et en ce sens, ça rejoint un peu l'idée de crowdfunding assez traditionnelle. Là où ça se différencie du crowdfunding, c'est que par toute une série de smart contracts, on permet aussi aux contributeurs on permet donc aux contributeurs de devenir co-auteur, j'ai le mot owner en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, copropriétaire de l'œuvre. Et comment vous est venue l'idée de faire un service basé là-dessus? Ben, déjà, il y a un premier truc, je pense, c'est que la découverte des technologies blockchain, c'est un peu un truc qui vient rocker ton imaginaire, quoi, dans la mesure où ça ouvre tellement de possibilités, tellement de je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, que du coup, on a commencé à réfléchir à la possibilité, du coup, d'altérer peut-être un peu le monde de l'édition, en tout cas l'économie du livre, quoi. Et bon, après, petit à petit, ça a germé, j'ai envie de dire, comme une idée, quoi, c'est-à-dire par série d'altérations possibles. Après, je pense que moi, je sais qu'à l'époque, je faisais pas mal de lectures sur un peu les mécanismes du libéralisme, les mécanismes du marché, etc. Puis il y avait un truc qui était assez marrant avec l'idée de Whisper, c'est que c'est un truc qui peut-être essayer à la fois de s'inspirer des fois de ces mécanismes-là, mais tout à la fois en essayant de se dire, oui, mais l'objectif, c'est quand même pour nous de faire rentrer dans le circuit des maisons d'édition, des petites et des moyennes maisons d'édition qui ont des difficultés, et que cette technologie blockchain-là, elle pourrait potentiellement venir aider justement ces petites et moyennes maisons, et notamment aussi les lecteurs. D'abord des petites maisons d'édition, plutôt locales, je pense. Local, pour l'instant, ça a été une espèce de contrainte physique, ça a été plus facile pour nous de prendre le contact avec elles. Après, on ne veut pas forcément s'établir qu'à un niveau local. L'idée, c'est de se déployer immédiatement sur le plan national et puis assez vite sur le plan international si possible. Après, petite maison d'édition dans un premier temps, et parce qu'évidemment, c'est elle qui va être le plus intéressée par le dispositif, parce que Gallimard, ils n'ont pas besoin qu'on les aide pour éditer du blockbuster. Voilà. Après, c'est aussi une plateforme qui ne concerne pas que les éditeurs, les auteurs et les auteurs collectifs peuvent aussi faire le choix de se passer complètement une maison d'édition. Après, nous, on a voulu intégrer les éditeurs dans le circulaire en donnant la possibilité aux auteurs de faire appel à eux, parce qu'il y a aussi tout un travail qui n'est pas externalisable facilement à la foule des internautes, qu'on ne peut pas facilement redistribuer, que le travail de diffusion en librairie, quoi. Et ça, il ne faut pas qu'il y ait pas une maison d'édition peut le faire. Donc ça faciliterait l'auto-édition, un peu comme certains le font sur Amazon, mais pour une diffusion plus large, par exemple dans des vraies librairies physiques, c'est bien ça. Globalement, on reprend l'idée de l'auto-édition à Amazon, à ceci près que nous, on ne prend pas les 30% sur Amazon. Quand vous vendez un bouquin sur Kindle Direct Publishing, il y a 30% qui revient à Amazon, nous, il y a zéro frais parce que c'est posé là. Donc plus économe. C'est plus économe pour les auteurs. Il y a l'idée d'une production collaborative. C'est une co-édition ici, c'est pas seulement Amazon qui va venir simplement maqueter le bouquin, le faire sortir immédiatement, mais plutôt l'idée de toujours de redire que l'œuvre c'est toujours un processus collectif et de restituer ce processus collectif avec ces technologies-là vraiment dans l'œuvre. Ah oui, le tout basé sur la technologie blockchain. C'est ça. Donc, si je veux éditer un livre titré « Comment acheter une Lamborghini en bitcoins » et le faire éditer chez vous, c'est possible? C'est tout à fait possible, il n'y a pas de limite à l'entrée. Très bien, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.